Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau meet-up d'Ethereum France. Au programme ce soir, la Depine. J'espère que c'est bien comme ça qu'on prononce. Aussi, on parle d'Épine peut-être, avec Aleph et Exaion. Au programme, on a ouvert la porte à 18h30 et maintenant on passe au meet-up. Je vais vous faire une brève présentation d'Ethereum France pour laisser ensuite la place à Simon Thomas, puis à Jonathan Chemoul. Et ensuite, de 20h à 21h30, il y aura un petit cocktail et de la nourriture pour partager et échanger sur ce qu'on vous a présenté. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Ethereum France, une association loi 1901 qui a pour but de populariser la blockchain et Ethereum dans toute la francophonie. On intervient dans plein de différentes régions de France et de Navarre, et aussi dans la région frontalière, notamment Bruxelles, où on organisera une grosse conférence bientôt. L'association fédère un écosystème dynamique dont Exaion et Aleph font partie, et on aime bien créer du contenu pour que chacun puisse s'approprier ce qu'est Ethereum et ce qu'est la blockchain. D'ailleurs, le site éponyme ethereumfrance.com, c'est notre site, et vous pouvez y retrouver plein d'informations. On a des valeurs de partage de connaissances. Ici, la plupart du temps, vous aurez des talks qui sont plutôt techniques. On a plutôt une ouverture d'esprit, un désintéressement financier, un peu de dépendance et aussi de la coopération. Si vous souhaitez participer à ce que fait Ethereum France, il y a un Discord, une association et des choses auxquelles vous pouvez vous investir et partager, échanger avec nos membres. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur le site ethereumfrance.com. On a fait peau neuve depuis le 21 janvier 2023. Vous pouvez découvrir notre Discord où il y a une communauté qui est très active dessus. Et aussi vous investir dans les activités de l'association. On cherche toujours à faire venir plus de gens dans notre association. Parmi les activités d'Ethereum France, au-delà de gérer le site ethereumfrance.com et d'organiser ce genre de meet-up, on organise aussi une conférence annuelle qui s'appelle ETHCC, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui se passera cette année à Bruxelles. D'ailleurs, toutes les vidéos de THCC sont disponibles sur notre chaîne YouTube où est retransmis en direct ce meet-up. Cette semaine, on a lancé un nouveau site qui s'appelle ethccweek.fr, un site qu'on maintient chaque année pour alimenter tous les side events qui se passent autour de HCC à Bruxelles. Donc la conférence ETHCC se passera au mois de juillet, la deuxième semaine de juillet. Et pendant cette conférence, au-delà de l'énorme événement qui est THCC, vous avez énormément de side events. L'année dernière, on en avait plusieurs centaines. Et cette année, on en attend au moins autant, même si ça se passera à Bruxelles. Donc si vous avez comme ambition d'organiser un side event durant cette semaine, vous pouvez le renseigner ici. Vous pouvez submit your event ici. Vous pouvez aussi avoir des renseignements sur où rester, où passer du temps à Bruxelles et ne pas hésiter à nous solliciter sur ce site. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole au premier speaker de cet événement. Merci à tous d'être là. Donc je me présente, moi je suis Simon Thomas, je m'occupe du département blockchain chez Exaion. On va d'abord introduire le sujet de la d'Épine. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert globalement. Ensuite on parlera d'Exaion et comment Exaion s'intègre dans le sujet de d'Épine. Donc il y a Messari qui définit très bien, je trouve, la DePIN. Donc, DePIN, c'est un acronyme pour Decentralized Physical Infrastructure Network. Donc, c'est des réseaux qui vont utiliser les cryptoactifs pour coordonner la construction et la coordination d'infrastructures critiques. Donc, aujourd'hui, le secteur de la DePIN, donc le market cap total, c'est un peu plus de 28 milliards de dollars. Et le potentiel qui est vu sous une dizaine d'années, c'est plus de 10 000 milliards de dollars. Donc la question qui vient, c'est pourquoi il y a besoin de décentraliser des infrastructures physiques. La première réponse, c'est la barrière à l'entrée. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, pour construire des infrastructures physiques, centraliser, c'est quelque chose qui coûte très cher. On a déjà des acteurs en place qui sont énormes. On pense tous à AWS, Google Cloud, qui viennent donc des GAFAM et qui ont construit ces infrastructures qui sont ultra centralisés et qui coûtent extrêmement cher. Et pour la résilience, on parle tous de DeFi, d'infrastructures décentralisées. En 2021, on a eu AWS qui était down et DYDX qui était hébergé sur AWS n'était plus accessible, enfin le front-end n'était plus accessible pendant plusieurs heures. Donc on pouvait uniquement y accéder via les smart contracts. Mais ça pose une question de la résilience de ce qu'on appelle finance décentralisée et des infrastructures de manière générale. Donc
pour prouver que le marché du cloud est quelque chose d'assez centralisé, on a les parts de marché des plus gros cloud providers et du reste des cloud providers. Donc on a AWS qui est premier avec 28% des parts de marché mondiales. Uniquement AWS et Microsoft Azure, ils ont la moitié du marché du cloud mondial. Et donc les 5 plus gros cloud providers aujourd'hui ont plus de 2/3 du cloud mondial. Donc si on prend uniquement les clouds américains, c'est quasiment 2/3 du cloud mondial. Donc ça pose une question sur l'indépendance de la donnée et sur la résilience. Globalement, si les Américains décident de couper quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est que la décentralisation commence par le hardware. On parle tous de cloud, de blockchain, de streaming, comme si c'était magique. Mais en fait, on a des énormes serveurs qui tournent à des endroits et qui appartiennent à des gens. Donc ce qui est hors scope aujourd'hui de la DePIN, c'est les real world assets et les protocoles blockchain. En effet, des protocoles comme Bitcoin ou comme Ethereum, on peut considérer que c'est de l'infrastructure décentralisée. Mais dans ce cas-là, ce meetup traiterait de quasiment tout le sujet blockchain. Donc on va pas considérer ces secteurs. Juste revenir sur la décentralisation d'Ethereum. Aujourd'hui, plus de la moitié des nœuds Ethereum tournent sur du cloud. Et parmi ces nœuds, on a 40% qui tournent sur AWS. Donc c'est un secteur qui se professionnalise beaucoup. Donc on a de plus en plus d'entreprises qui n'ont plus pour vocation d'héberger leurs nœuds Ethereum on-premise ou chez eux, qui vont faire appel à des cloud providers. Et il y a besoin de garder cette pluralité et cette indépendance dans les hébergeurs de nœuds Ethereum. Voilà, c'était le petit encart sur le protocole Ethereum et sur la décentralisation de manière générale. Donc les grands secteurs d'épines, il y en a 6. Il va y avoir le secteur des télécommunications et des réseaux. Il va y avoir le secteur de l'intelligence artificielle, depuis 1 an, qui est en plein boom. Le secteur de l'énergie, le secteur du compute de manière générale, le secteur des services et le secteur de la data. Donc on va revenir sur chacun de ces secteurs un peu plus tard. Je vais commencer par vous présenter Exaion, qui on est, comment on fonctionne, pour ensuite vous dire les secteurs sur lesquels on va se focaliser. Donc Exaion, nous on est une filiale à 100% du groupe EDF. On a nos propres infrastructures. On a donc 2 data centers en France et 1 data center au Canada. On a pour but de décarboner la data. Notre lien avec EDF, c'est qu'on va reconditionner des supercalculateurs qu'ils utilisent à la base pour le nucléaire et l'hydroélectricité. Eux, ils vont renouveler leur parc de supercalculateurs à peu près tous les 3 ans. Donc nous, on les récupère, on les rachète, on efface les disques et on va pouvoir les reconditionner. Donc on démonte les clusters de HPC, les processeurs, on en fait des serveurs. Et sur ces serveurs, on a construit différentes lignes de produits. Donc la ligne de produits dont je m'occupe, moi, c'est la ligne de produits blockchain. On va avoir 2 grands produits, un produit de Node as a Service, donc une plateforme de nœuds RPC, de nœuds archives, de données qui est indexée sur différents protocoles publics. Donc on a les plus grands, Bitcoin, Ethereum, Polygon, Avalanche, qu'on offre l'accès. Donc on a un forfait gratuit et bien sûr des forfaits payants pour les entreprises qui veulent scaler. Et on est en train de développer une plateforme de staking sur Ethereum. Donc staking non custodial, c'est-à-dire que vous gardez le contrôle de vos assets et on s'occupe de faire uniquement la validation. Et aussi staking custodial, donc là où on peut gérer vos assets comme un exchange, à vocation vraiment B2B institutionnel, de par notre positionnement de filiale de grands groupes. On a un côté compute, qui est du calcul de performance, de l'entraînement de modèles IA. Donc c'est des clusters de HPC, donc de processeurs, de GPU, cartes graphiques, qui vont être mis à disposition des entreprises. Beaucoup dans le domaine de la finance, qui vont pouvoir utiliser nos HPC pour des simulations financières, type Monte Carlo, etc. Et de plus en plus dans le domaine de l'IA. Et Exaion Studio, donc là c'est des serveurs bare metal, des machines virtuelles qui vont pouvoir être à disposition des entreprises et aussi des stations de rendu 3D. Donc à la base, on visait le métaverse, ça s'est quand même pas mal essoufflé. Aujourd'hui, la plupart de nos clients, ils sont des studios d'animation, donc qui ont besoin à
travers des postes de travail classiques, ils peuvent avoir accès à des grosses puissances de calcul, des grosses cartes graphiques dédiées pour le rendu 3D. Directement, ils viennent taper sur nos data centers. Voilà, donc maintenant que vous savez ça, globalement, on va passer sur le secteur des télécommunications, de la data et des services qui ne vont pas nous concerner. Donc télécommunications, réseau, c'est de pouvoir décentraliser les réseaux 5G, de pouvoir décentraliser les réseaux Wi-Fi, où on va incentiver le retail, donc des personnes comme vous et moi, à avoir des devices chez eux. Globalement, Helium, c'est un répéteur qui vont pouvoir mapper le monde entier pour avoir accès au réseau de partout. Et chaque personne qui va avoir un device hardware va toucher des récompenses en token régulièrement. Donc, il y a le domaine de la data aussi qui s'applique aussi au retail. Il y a une entreprise qui est assez connue qui s'appelle HiveMapper c'est pareil, on achète un device et on va pouvoir l'installer dans sa voiture et on va pouvoir mapper, faire une carte, un Google Maps interactif qui s'actualise à chaque fois qu'il y a une personne qui repasse sur une route. Et pareil, on va être incentivé. Donc plus on va fournir de la donnée, plus on va toucher des tokens. Donc le secteur ensuite des services, donc là c'est ce que tous les VC crypto recherchent, donc la création du Uber décentralisé, la création de voilà, toutes ces infrastructures, du Upwork décentralisé, donc toutes ces infrastructures qui vont être de services qu'on va chercher à décentraliser, pouvoir redonner globalement le pouvoir à l'utilisateur. Donc ça, c'est des entreprises spécialisées qui font ça, ça ne concerne pas Exaion. Le secteur de l'IA, on commence à regarder. Donc déjà, on est en train de définir comment entraîner des modèles sur nos infrastructures et après pouvoir communiquer, enfin, participer à des modèles d'IA décentralisés. Donc ce qui est assez intéressant sur l'IA décentralisée, c'est assez gourmand en puissance de calcul, c'est qu'on va pouvoir faire communiquer pas mal d'infrastructures qui vont entraîner des modèles entre eux et on va pouvoir mettre en concurrence certains modèles, on va pouvoir faire communiquer certains modèles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dans un but d'amélioration du secteur de l'intelligence artificielle. Et c'est un très très bon exemple de synergie entre IA et blockchain. Et donc les deux secteurs, nous, qu'on va attaquer et sur lesquels on va pouvoir avoir une influence en tant que provider, ça va être le secteur de l'énergie et le secteur du compute. Donc le secteur du compute, c'est le premier secteur à être apparu globalement dans la DePIN, avec Filecoin qui est apparu en 2014, qui est du stockage décentralisé. Donc Filecoin, on va avoir une multitude de providers qui vont mettre à disposition du stockage. Donc en général, c'est des cloud providers qui vont mettre plusieurs centaines de téra, voire plusieurs pétaoctets de disponibles sur le réseau. Et le réseau Filecoin, quand on va vouloir stocker, on va payer en token Filecoin et on va avoir la data qui va être répliquée dans 6 storage providers. Donc ça assure une pérennité du stockage. Ça assure qu'il n'y a pas... bon, globalement, il ne faut pas se mettre sur les storage providers sous la même juridiction, mais ça assure qu'il n'y ait pas une juridiction qui arrive et qui mette main sur la data, etc. Et c'est un prix qui est assez attractif. Mais le gros défi, c'est d'attirer les utilisateurs. Donc quand on a commencé à parler à Filecoin chez Exaion, c'était début 2023. Donc là, on voit fin 2022, il y avait 15 hexaoctets, donc 15 000 pétas et 15 millions de téraoctets qui étaient disponibles sur le réseau pour 500 pétas utilisés. En sachant que chaque stockage est minimum copié 6 fois. Donc ça veut dire qu'il y avait 100 pétas de données effectives sur un réseau de 15 hexaoctets. Donc ça veut dire qu'il y avait énormément de stockage disponible et donc Filecoin ne peinait pas à attirer les storage providers, mais peinait à attirer les utilisateurs. Et de plus, les storage providers étaient rémunérés uniquement en fonction de leur capacité de stockage qui était utilisée. Donc ça signifie que tu es storage provider, tu dois avoir des tokens et tu dois faire du business développement pour remplir l'espace de stockage que tu as mis à disposition sur le réseau. Donc c'est un gros effort à faire avec globalement peu de revenus parce que autant vendre ton stockage toi-même globalement à des entreprises.
Et là où Filecoin a vraiment bien joué, c'est qu'on voit fin 2023, ils ont donc baissé en capacité de stockage. Ils ont 9 exaoctets disponibles et ils ont 1800 pétas d'utilisés. Donc on est à x4 globalement de la capacité utilisée. Et c'est qu'en mars 2023, en fait, ils ont sorti la FVM, donc Filecoin Virtual Machine, pour permettre aux développeurs de développer sur le réseau Filecoin et d'utiliser la capacité de stockage pour développer des applications. Et donc là, on a un vrai use case d'un réseau de stockage décentralisé et on a des vrais incentives. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi globalement. Ils ont fait beaucoup d'efforts de business développement. Ils ont notamment l'université de Berkeley qui est venue chez eux, etc. Mais c'est vraiment cette Filecoin Virtual Machine qui a été vraiment un game changer où ils ont réussi à utiliser 20% de leur capacité de stockage. Ce qui n'était vraiment pas le cas avant, c'était 3%. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y a eu donc quasiment pareil de storage provider, moins de capacité de stockage par storage provider, mais beaucoup plus de capacité de stockage, enfin de stockage effectivement utilisé, et on a eu x2 en termes d'utilisateurs. Et ensuite, ce qui est arrivé un peu plus tard dans le domaine du DePIN, c'est les CPU d'abord, et puis les GPU. Donc là, pareil, sur les CPU, il y a eu un défi d'attirer les utilisateurs et les fournisseurs aussi. Quand on a commencé à parler avec Akash l'année dernière, qui est je ne sais pas si c'est le plus vieux, mais l'un des plus vieux et connu de fournisseurs d'épines sur le CPU notamment, ils m'ont laissé sous-entendre qu'il y avait un gros storage provider et fournisseur de CPU qui fournissait au réseau encore aujourd'hui et qu'il y avait très peu d'utilisation. Et on voit bien, voilà, c'était aux alentours, on voit bien aux alentours de février-mars qu'on leur parlait donc 50 € par jour qui étaient dépensés sur le réseau pour une valorisation à plusieurs centaines de millions. Et ce qui a vraiment changé la donne pour les réseaux d'épines au niveau puissance de calcul, c'est les GPU. Donc on voit qu'ils ont lancé leur réseau de GPU fin août. Donc là on voit globalement en septembre, il y a une forte utilisation. Et il y a eu une grosse augmentation qui est due à plusieurs facteurs. Notamment, donc, il y a eu les GPU et il y a eu aussi un phénomène qui est assez intéressant avec la montée des cours de la crypto. Il y a eu des tokens de Proof of Work qui ont fortement augmenté et ça devenait rentable par rapport au prix du token Akash de miner en utilisant les CPU du token Akash tout en dumpant le token Proof of Work. Donc on voit la grosse augmentation, c'est dû à ça. Donc c'est une espèce d'arbitrage des cours de la crypto en utilisant les CPU décentralisés. Donc ça c'est assez intéressant de voir que la DePIN peut venir arbitrer les cours des tokens Proof of Work. Et il y a un bémol à mettre sur cette forte augmentation quand même. On est à plus de 2500 $ contre une cinquantaine il y a un peu moins d'un an avant par jour dépensé sur ce réseau. Il y a un effet de mode de l'utilisation des GPU parce qu'on a eu le boom des large language models, donc des ChatGPT, etc. Il y a pas mal d'optimisations qui sont faites, notamment Mistral AI qui développe des modèles qui sont beaucoup moins gourmands en puissance de calcul. Et donc, il faut faire attention à cet engouement et à ce FOMO du GPU globalement, où toutes les entreprises veulent avoir des A100 et des GPU très, très puissants. Peut-être qu'il va y avoir trop de GPU globalement sur le marché si on arrive à réduire la puissance de calcul qui est voulue par l'intelligence artificielle. Et le domaine de l'énergie. Donc aujourd'hui, décentraliser la production d'énergie, c'est très difficile, notamment en France. Donc on est filiale d'EDF, le nucléaire, c'est des prix qui sont imbattables. C'est quelque chose qui est très centralisé. Il y a besoin, enfin pas besoin, mais c'est très bienvenu que ce soit étatique la production d'énergie nucléaire, vu le nombre de métiers qu'il faut pour construire une centrale. Nous, Exaion, on opère un nœud validateur d'un protocole qui s'appelle Energy Web Chain, qui va
être un fork d'Ethereum réunissant les opérateurs d'énergie pour développer des use cases autour de l'énergie. Mais le use case qui est le plus pertinent aujourd'hui pour Exaion, c'est le marché libre des certificats d'énergie tokenisés. Donc, ce qu'on va viser à faire, et ce qu'on étudie, c'est de pouvoir développer un marché peer-to-peer entre producteurs et consommateurs. Donc, on ne peut pas tokeniser un électron. C'est pas possible. On ne peut pas diriger un électron. Si on habite à côté d'une centrale à charbon, l'électron il va toujours au plus court chemin. On va toujours consommer d'un électron qui est très carboné. Ce qui est fait, c'est des certificats d'origine. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise qui veut montrer qu'elle sponsorise de l'énergie verte, ou un fournisseur d'énergie qui assure 100% d'énergie verte, il va assurer 100% de certificat d'origine. C'est-à-dire, j'ai consommé 1 gigawattheure, j'achète l'équivalent d'1 gigawattheure de certificat d'origine verte. C'est-à-dire, je sponsorise l'énergie verte. Ça, c'est quelque chose qui est fait aujourd'hui entre les institutions, les gros producteurs d'énergie, type EDF, et c'est du gros marché entre institutions. Il n'y a pas besoin de blockchain. Là où on va pouvoir avoir besoin de blockchain, c'est sur les petits producteurs d'électricité. C'est-à-dire des personnes comme vous et moi qui vont avoir un panneau solaire sur leur toit, qui vont avoir une éolienne au fond du jardin, qui vont avoir une voiture électrique, parce que les voitures électriques peuvent venir soulager le réseau, la nuit quand elles chargent, etc. Là, on va pouvoir, grâce au capteur, tokeniser une production d'électricité qui est renouvelable, verte, décarbonée, et on va pouvoir donc, la réinjecter sur le réseau, mais le producteur va pouvoir vendre sur un DEX, globalement, qui est dédié à l'électricité, va pouvoir vendre ce certificat, et donc on a un marché libre, aujourd'hui qui est très centralisé, mais créer un marché libre européen entre producteurs et consommateurs. Voilà. Merci beaucoup. Donc si vous voulez me contacter, j'ai Telegram, Twitter, je suis également présent sur Farcaster. Bon, je ne participe pas beaucoup, mais vous pouvez me contacter. Et l'adresse de notre nœud RPC est note.exaion.com. Eh ben, bonjour à tous. Je connais pas mal de monde dans la salle, mais pas tout le monde, ce qui est plutôt bien. Jonathan Chemou, Laka Moshe Malawar, fondateur de Aleph.im. Sur Twitter, vous me verrez sous le nom Moshe. Pourquoi ? Parce que quand je commençais, j'étais Anon et après, je me suis dox. Donc, mon vrai prénom, c'est Jonathan. Donc, je vais pas m'étendre trop sur en fait moi. Pour info, j'ai repris une présentation que j'ai faite en 1 heure à la BPI en janvier. Donc, en fait, certaines infos ne sont plus tout à fait à jour. Mais ça va vous donner une bonne idée. En fait, quand on parle de deep-in dans le monde du computing et de l'IA, et ce soir je vais vous parler surtout de la partie computing et vraiment IA, en fait il faut voir comment est-ce que c'est implémenté. Nous on a fait le choix d'avoir un réseau qui est un petit peu un layer 2 ou layer 0 d'Ethereum en fait, où en fait tous les messages du réseau Aleph.im, qui est en fait un cloud décentralisé, donc tout ce qu'on peut faire sur AWS, on peut le faire sur le réseau Aleph.im. Et donc pourquoi est-ce qu'on a un layer 2 ? Parce que tout ce qui est fait sur le réseau est en fait un message. Et un message qui doit être signé avec une clé privée ou venir d'une blockchain en qui on fait confiance. Et tous ces messages sont écrits 1 fois par heure sur Ethereum, hachés et horodatés, sur un smart contract sur Ethereum. Un peu comme un layer 2 si on veut. Donc j'ai créé Aleph.im en fin 2018, début 2019. On a fait des levées, etc. Et tout. Aujourd'hui, le réseau, d'ailleurs, si je regarde, c'est plutôt tout à fait bon. On a 100 Core Channel Nodes, qui sont des nœuds contrôleurs du réseau, et 600 Computing Resource Nodes, qui sont, pour le coup, les nœuds qui vont vraiment aller faire le travail. Ça va être des superviseurs d'EVM. On travaille avec beaucoup d'entreprises comme Ubisoft, Request, Synapse, Oasis, etc., etc., etc. Le réseau principal sur lequel on est, c'est Ethereum. On est compatible avec plein d'autres réseaux, dont tous les layers 2 et en fait chaînes compatibles, c'est-à-dire EVM, Tezos, Polkadot, Cosmos, etc. aussi, et même Solana. En fait, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un réseau décentralisé pour du computing ? En fait, on veut de la reliability, c'est-à-dire qu'en fait, on veut un réseau qui ne tombe pas si un seul provider tombe. Comme ce qui s'est passé avec AWS, comme ce qui se passe avec Cloudflare, comme ce qui se passe avec plein de gens. Donc, ça, comment est-ce qu'on y arrive ? On n'a pas un seul intermédiaire qui va aller tout faire. On a une place de marché sur lequel
plein de providers vont pouvoir venir proposer de la puissance de calcul, proposer de l'interconnexion réseau, proposer du stockage, etc. On veut aussi que ce qu'on fasse, tout ne puisse pas être visible. Dans le Web 2, ça va un peu de soi. On se dit, on ne va pas les revendre nos infos si on utilise AWS. Dans les faits, c'est pas toujours vrai, mais en général. Le problème sur un réseau dans le Web 3, c'est que tout ce qu'on fait est en fait transparent. Sur les blockchains aujourd'hui, tout est transparent. Donc comment est-ce qu'on fait? On va avoir du pseudonymat, c'est-à-dire qu'on va avoir des adresses qui ne sont pas forcément liées à notre personnalité et sur lequel on ne va pas pouvoir directement faire le lien entre nous et cette adresse. Ce qui est un peu mis à mal avec Mika notamment, qui va arriver en janvier. On veut pouvoir être résistant à la censure également, parce que, mettons, demain, il y a un gouvernement qui dit eh ben moi, je veux plus de DeFi. Du coup, tous les protocoles DeFi qui sont sur AWS, dans la pratique, ils sautent. Ils n'ont plus de hosting, ils n'ont plus rien. S'ils ont leur front-end sur un réseau décentralisé, peut-être qu'il va y avoir plein d'entreprises qui ne voudront plus d'eux, mais il y aura forcément des entreprises qui vont dire oui, ok, on vous héberge. Et ben, le réseau va rediriger le stockage et le computing vers d'autres machines. On veut pouvoir grossir automatiquement en dehors d'un seul provider. On veut avoir des coûts plus bas aussi, parce qu'en fait, quand on a une place de marché, les gens peuvent venir se battre pour le prix, alors que si on n'est que sur AWS, on est prix d'AWS, qui sont d'ailleurs relativement élevés. On veut une gouvernance décentralisée, pour les raisons que j'ai dit avant, et de la performance également. Je vais passer un petit peu sur tout ça, mais en gros, comment fonctionne mon réseau? Akash va fonctionner d'une façon un petit peu différente, Filecoin va fonctionner d'une façon un peu différente, etc. Moi, je vous parle de ce que je connais et ce que j'ai développé. On a les Core Channel Nodes, qui sont les nœuds contrôleurs du réseau, un peu comme des validateurs sur un réseau en Proof of Stake. Ces nœuds, ils vont aller être garants du stockage et de la base de données. Ils vont aller vérifier les signatures de tous les messages, vérifier tous les hashes, vérifier on-chain que les messages ont bien été écrits, etc., les répliquer, vérifier que tout se passe bien. Les resource nodes, c'est les nœuds qui vont vraiment fournir la puissance de calcul, c'est-à-dire des machines virtuelles, en fait, concrètement. Et donc, quand on parle de machines virtuelles, en fait, quand on va aller demander la puissance de calcul, on va pouvoir demander la puissance de calcul sous plusieurs formes. Des micro-VM, c'est ce qu'on appelle le serverless, où en fait, on va aller faire une requête, le réseau va aller trouver quelque part ou faire tourner un bout de code, lancer le bout de code, renvoyer un résultat. Des VM persistantes, c'est on va dire, bah moi j'ai une VM avec 4 CPU, 16 Go de RAM, trouve-moi où la mettre sur le réseau. Ou alors, on pourra même choisir de dire, bah moi en fait, je veux que ce soit ce provider-là et c'est lui que je paie pour qu'il me hoste ma VM. Encore une fois, c'est une marketplace. On peut choisir d'aller sur un endroit ou dire au réseau, bah, débrouille-toi, schedule-moi ma VM. Et aussi, ce qu'on va avoir normalement plus tard cette année, j'espère que ce pourrait être bon pour ETHCC, on verra, les confidential VM, c'est-à-dire des VM confidentiels qui vont utiliser ce qu'on appelle des Trusted Execution Environment, en l'occurrence un peu différent des Intel SGX pour ceux qui connaissent. En fait, on va utiliser des enclaves de nouvelle génération qui vont prendre une VM entière, sur lequel on va aller chiffrer une partie de la RAM, chiffrer du stockage également, et on va aller l'assigner à un ou plusieurs CPU. Et en fait, personne ne peut aller accéder à la mémoire et à ce qui se passe dedans. C'est plutôt intéressant si on veut stocker des clés privées, par exemple, si on est dans la DeFi. Si on veut avoir des keepers, par exemple, c'est en fait ce sur quoi on travaille avec Shutter Network, où en fait, ils peuvent déployer leurs keepers, c'est-à-dire les en fait, clients qui vont aller faire des actions sur le réseau pour les utilisateurs, ils vont pouvoir être stockés sur un réseau décentralisé. Et pour ça, il vaut mieux que ce soit sur des VM confidentiels. Bon, je reviens pas trop là-dessus. En fait, l'idée, du coup, quand on parle de micro-VM, en fait, en réalité, sur un host, on va avoir un cluster de micro-VM qui vont tourner sur une machine. Et cette machine, elle va pouvoir en scheduler plein. Et en fait, c'est le réseau qui va lui dire, toi, tu vas aller me lancer ça, toi, tu vas aller me lancer ça, toi, tu vas aller me lancer ça. Ou alors, ce sur quoi on travaille également,
c'est que l'utilisateur, il peut avoir un client lib peer-to-peer sur son navigateur en JavaScript. Il va pouvoir aller trouver tous les hosts et dire bah, moi, je veux que la fonction serverless s'exécute au plus près de moi directement là. Et du coup, vu que la personne aura payé pour du computing, ou que ce soit lancé, on s'en fiche, elle va pouvoir aller le lancer. Donc, cette VM, elle aura accès à un peu de tout, à des sources externes, à du computing, en fait à IPFS, à des nœuds de blockchain. Donc, elle pourra très bien aller chercher des données sur Ethereum pour faire de l'indexing, ou même aller écrire sur Ethereum directement depuis la micro VM. Bon, tout ça, c'est un peu la roadmap. Je ne vais pas rentrer tout ça. Mais là, on a parlé de la deep-in vraiment sur le côté computing. Et je sais que ce qui est un peu la hype aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de plein de choses. On parle de la génération de texte, c'est les LLM. On parle de génération d'images, en général avec Stable Diffusion, quand on est sur des modèles open source, du text-to-speech, du speech-to-text, et même des choses multimodales qui vont pouvoir venir prendre tout ça, et en fait, dans un seul modèle, on pourra lui passer des images, etc. Sur le réseau Aleph aujourd'hui, on n'a que du CPU, on n'a pas encore de GPU. Pourtant, ça fonctionne. Si vous après, on pourra en reparler. Il y a un protocole d'inférence sur le réseau qui fonctionne, qui est en CPU, qui est très rapide, parce qu'on a fait un gros travail là-dessus pour que ça fonctionne. Encore une fois, celui-là est un petit peu outdated, mais ça vous donne l'idée. En fait, avant, il fallait forcément des A100 et beaucoup de VRAM, etc. Au moment où ChatGPT est sorti, en fait, on estime que GPT-3 et GPT-4 sont dans les 200 à 300 milliards de paramètres pour un LLM. En fait, c'est la taille du large language model. Voire même avec un medium of expert, donc il y en a peut-être plusieurs même en mémoire en même temps. Ça veut dire que il faut que sur une même machine, il y ait plein de gros GPU A100 qui soient connectés entre eux avec ce qu'on appelle un NVLink pour que ça fonctionne. Autant vous dire que sur un réseau décentralisé, ça ne fonctionne pas. Les seuls qui ont des GPU aujourd'hui, sur des réseaux décentralisés, il va y avoir Akash, IO.NET, BitTensor, etc. Leurs GPU n'ont pas ces NVLink entre les cartes pour une seule, simple et bonne raison. Parce que si on réserve un seul GPU, on ne veut pas qu'ils soient interconnectés aux autres, parce que sinon nos en fait, données, elles leak d'un GPU à un autre. Et même pour faire des workloads sur un seul, ça ne marche pas bien. Donc on ne va pas pouvoir mettre ces petits trucs qui vont permettre de les faire communiquer ensemble. Donc en général, on est lié à un seul GPU sur un réseau décentralisé. En général. Donc, pour faire marcher des gros large language models, ça ne marchait pas. Ce qui a un peu changé la donne, c'est qu'en février 2023, on a eu Llama qui est sorti, leaké par Meta. Et donc là, on a eu les communautés open source du monde entier, et en fait, plein de développeurs qui se sont dit « Ouais, je vais pouvoir jouer avec un LLM ». Ils sont arrivés, ils ont dit « Ah ouais, non mais moi en fait, j'ai pas une A100, ça marche pas ». Et donc, il y a eu plein de gens qui ont commencé à essayer. Ils ont fait ce qu'on appelle de la quantization, c'est-à-dire que plutôt que de le faire marcher en 16 bits de précision, ils ont réussi à le faire marcher en 4 bits, en 8 bits, puis 6 bits, puis 4 bits de précision. Si vous regardez une image, si l'image elle est en 16 bits de couleur, elle est parfaite. Si elle est en 8 bits, on commence à avoir des petits points. En 4 bits, je ne vous dis pas. Bah, là, c'est pareil, sauf qu'ils ont réussi à avoir un truc adaptatif. Ce qui fait qu'on ne voit pas tant que ça la perte aujourd'hui. Et donc, on a pu utiliser moins de VRAM. Donc, ça fonctionnait sur des petites 4090, 4080, même 4070. Et en juillet 2023, il y a eu Llama V2 qui est sorti avec une licence qui a permis qu'on puisse l'utiliser. Si on n'est pas un GAFAM, on peut utiliser Llama légalement. Donc ça, c'était cool. Tout le monde a commencé à faire ce qu'on appelle les fine-tuning, où on réentraîne des modèles pour lui rajouter des choses. Et donc là, on s'est retrouvé avec des modèles qui pouvaient être décentralisés. C'est plutôt cool, c'est sympa. Après, on a eu Mistral, qui est une boîte française qui a sorti des nouveaux modèles open source. Il y a eu des Mistral fine-tuning. Donc là, on arrive sur des tout petits modèles qui sont très efficaces, qui tournent très bien sur un CPU. Et c'est même plutôt rapide sur CPU. Je pourrais vous faire une démo du coup tout à l'heure sur des LLM qui fonctionnent du coup sur le réseau Aleph. Après, bon, il y en a eu plein d'autres qu'il faut retenir. C'est ce mois-ci, il y a eu Llama V3 qui est sorti. Et Llama V3, en 70 milliards de paramètres, bat GPT-4 sur la plupart des benchmarks et sur plein de trucs. Donc on arrive enfin à un niveau GPT-4 sur des modèles open source ou plutôt open source, quoi. Donc,
À quoi est-ce que ça ressemble une génération d'IA sur un réseau DeepIn, en fait. Là, sur le réseau Aleph, on va utiliser la partie serverless qu'on avait tout à l'heure. Sur le réseau Akash, ça fonctionne un peu différemment. Je pourrais vous expliquer comment ça fonctionne chez eux. Sur le réseau Aleph, en fait, on va avoir un utilisateur qui va être sur l'interface. Il va aller faire une requête. Derrière, ça va aller trouver un nœud quelque part sur le réseau qui va lancer la VM. Ça va charger la VM, charger le modèle directement depuis IPFS sur la couche d'inférence, qui est la couche de génération de texte, et ça va commencer à streamer le résultat à l'utilisateur. Sur des réseaux comme Akash, où ils n'ont que des instances, ils n'ont pas du serverless, et c'est des GPU, ils doivent réserver des GPU en continu pour leur partie IA, parce qu'en fait, ils ont un chatbot d'IA, et ce qui explique aussi les 2500 $ journaliers qu'ils ont aujourd'hui, qui sont en grande partie dus à ça, parce qu'ils doivent payer en continu leur provider pour avoir du GPU sur le réseau. Alors qu'ici, en fait, c'est à la demande, et ça va aller automatiquement scaler. Donc, ouais, bon, ça, c'est ce que je viens d'expliquer. On va avoir du coup le support du GPU sur le réseau Aleph qui va arriver, qui va rajouter beaucoup de features là-dessus. Donc, un cas d'utilisation, je vais essayer de voir si j'arrive à vous faire une démo, si j'ai suffisamment de réseau. Je le tente. Hein. Chat.libertai.io. Hop. Ouais, ça fonctionne. Donc là, en fait, j'ai un modèle en 7 milliards de paramètres qui s'appelle Neural Beagle. C'est un fine-tuning de Mistral, pour le coup. Je vais dire ça. Salut, je suis en présentation. Dis coucou. Hop. Tac. Donc là, pendant qu'on parle, ça a chargé une VM, charger le Large Language Model, commencer l'inférence et ça nous renvoie le résultat. Ça tourne sur CPU, pour le coup. C'est relativement rapide. Parce qu'il y a énormément d'optimisation. À la demande, ça va pouvoir utiliser plusieurs hosts du réseau qui sont proches s'il y a besoin. Ça va aller prioriser les hosts qui ont la meilleure vitesse de RAM. C'est un peu le nerf de la guerre. On parle de DeepIn, de Physical Infrastructure. Et bien là, en l'occurrence, le nerf de la guerre pour l'IA, c'est la vitesse de la RAM. Et quand on parle de nouveaux processeurs qui ont des RAM en DDR5 et qui ont plein de canaux de RAM en parallèle, et ben on se retrouve avec des vitesses qui sont très proches de la vitesse de la VRAM des GPU sur des A100, voire même des H100. Donc voilà, donc là, si on essayait sur le Llama 3 Instruct, celui dont je parlais, qui a le même niveau que GPT-4, tac, on va aller voir ce qu'il nous dit. Lui, pour le coup, il n'a pas du tout été fine-tuné en français, donc je pense qu'il ne va pas me répondre en français, même s'il va comprendre ce que je vais lui dire. C'est probable. Ah bah si. J'ai rien dit. Je suis tenté de faire votre connaissance, je suis ravi de vous aider, de discuter avec vous, blablabla. C'est un peu plus lent. Il a 10 fois plus de paramètres, donc il est un peu 10 fois plus lent pour le coup. Tac. Si vous arrivez à lire. Bon, voilà. Donc en gros, il répond. Pareil, là, ça a été chargé. Et donc après, ça va aller garder la VM active pour les utilisateurs suivants. Là, je pense que si on a été pas trop lentement, plutôt rapidement, c'est parce qu'il y avait encore des VM chargées d'autres utilisateurs avant. Sur une VM, on peut avoir plusieurs slots en parallèle. On va faire plein de choses, pour ceux qui connaissent, du continuous batching, du parallel processing. Il y a plein d'optimisations de partout. Okay. Tac, diaporama, je relance. Tac, voilà. En gros, bon, ça c'était une autre démo. Donc l'idée, c'est que nous, du coup, ce qu'on propose en général, et donc ce que proposent pas mal de projets DeepIn aussi, ça va être du stockage. Pour ceux qui connaissent IPFS, on va pouvoir faire du pinning IPFS décentralisé, du computing, de la certification de documents, des en fait timestamp, de l'historique de documents timestampés, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir proposer. Des réseaux comme par exemple BitTensor, eux, ils vont être spécialisés vraiment sur en fait du machine learning. En fait, l'idée c'est que les tensors, dans le jargon un peu IA,
c'est des étapes de processing dans le machine learning, ce qu'on utilise beaucoup en IA. Et donc, du coup, du coup, il y a un framework qui s'appelle TensorFlow qui est beaucoup utilisé. Et donc, du coup, BitTensor, ils ont un peu surfé sur ce nom-là. Et donc, du coup, ça permet de décentraliser l'exécution de ces tensors. Et de faire des sous-réseaux, etc. Akash, c'est vraiment du computing avec des instances. On va pouvoir aller dire, bah, moi, je veux une instance avec tant de GPU et la réserver. Sur Aleph, on a beaucoup plus versatile. Donc, on a beaucoup plus d'options sur comment est-ce qu'on peut utiliser le compute. Aussi, quelque chose qui peut être intéressant, c'est que quand on a un réseau sur lequel on a plein de providers qui vont venir proposer des choses, on peut aussi être compliant avec la RGPD. C'est-à-dire que la RGPD, elle va te dire, bah, attention, tes données doivent être stockées dans l'Union européenne, chez des gens qui ont été clairement identifiés, etc. Et surtout, il va falloir dire, bah, si demain un utilisateur il a une donnée personnelle, on doit pouvoir demander au nœud de la supprimer. Et donc, du coup, le réseau Aleph, et pour le coup, certains autres réseaux, comme par exemple Arweave, gèrent les demandes de suppression, parce que c'est obligatoire, sinon on ne peut pas y arriver. Donc voilà, tac. Bon, je vais revenir un petit peu, les confidential VM, je vous ai déjà expliqué. Là, on va arriver sur un truc qui est plutôt intéressant. Ça sort un petit peu totalement de la DeepIn, mais pas tout à fait. C'est la synergie entre IA et le Web3, la blockchain, etc. Donc c'est cool. C'est qu'en fait, la blockchain, on va avoir un truc qui va être décentralisé, qui va avoir un système de paiement natif, etc. Versus l'IA, où on va avoir un truc qui va être centralisé, où on va avoir des grosses fermes de GPU centralisées également, qui va être extrêmement monopolistique et qui va être dépendant des rails de paiement. Et bah, du coup, au milieu, on a un sweet spot qui est l'IA décentralisée sur la DeepIn et donc la DeepIn côté IA, où en fait on va pouvoir dire, bah, moi quand en fait je vais aller échanger avec le modèle, je vais dire, ah ouais, cette réponse là elle est bien, pour là elle est pas bien. Sur un OpenAI, bah, il se passe rien, juste on les a aidés. Sur un réseau décentralisé, bah, le réseau décentralisé peut dire, ah bah, tiens, je vais commencer à vous payer. Si vous m'aidez à entraîner le modèle, je vous paie. Et là, vu qu'on a des tokens, on peut faire ce genre de choses. Ou alors demain, si on a des agents, qu'est-ce qu'un agent ? C'est en fait une IA indépendante à qui on va donner un but, un rôle. Et en fait, cet agent, il va dire, bah, moi, je veux... Enfin, plutôt, on va dire à l'agent, fais cette tâche. L'agent, il va devoir consommer de la puissance de calcul en continu. Sur un réseau décentralisé, il va pouvoir les payer lui-même pour sa puissance de calcul. Mettons qu'en fait, on assigne un agent à une DAO, qu'elle utilise les fonds de la DAO, qu'elle puisse gagner de l'argent pour la DAO. Ben, en fait, on a un cycle complet. On peut avoir des agents vraiment autonomes qui ne dépendent plus de la carte bancaire d'un humain pour fonctionner. Là, c'était la partie que Vitalik avait fait. Je pense que c'est de mon terme ici. En fait, il avait vu 4 sortes d'IA. L'IA comme un joueur dans le jeu, en fait, où en fait, ce n'est qu'un participant dans les mécanismes. L'IA comme une interface, où en fait, on va utiliser l'IA qui va aller faire des choses pour nous. L'IA comme en fait la règle du jeu. Ça va, une IA comme un juge, une IA comme une DAO, comme en fait ruler d'une DAO qui va aller prendre des décisions basées sur en fait ce que les gens vont vouloir vraiment dans la DAO, et l'IA comme un objectif. Là, en gros, l'idée de l'IA comme un objectif, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait voir, mais il y a en fait tout au bout, c'est en fait l'AGI. C'est en fait l'IA comme on voit dans les livres de science-fiction. Et bien ça, la seule façon, à mon avis, que ça puisse arriver, c'est grâce à la DeepIn. Bon, tout le reste, je vais vous passer, voilà. Je vais pas non plus prendre trop de temps. Je vous remercie, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.